Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Votre compagne, mère, sœur, tante, collègue, salarié, amie, plan cul, amante ne peut plus vous voir en peinture. Rendez-lui service, lisez ce livre, promis, ça vous fera du bien à vous aussi. Ce message, c'est celui qu'on trouve sur la 4e de couverture du livre de notre invité ce soir. Il s'appelle Quentin Delval, il est philosophe et auteur de Comment devenir moins con en 10 étapes, publié chez Hors d'Atteinte. Un livre qui s'adresse aux hommes, des hommes, peut-être vous qui nous écoutez, qui ont envie d'agir concrètement, ensemble, pour une société plus égalitaire, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Ou des hommes qui pensent qu'ils sont déjà des mecs bien, déconstruits, impliqués dans les luttes féministes, mais quand on gratte un peu, il y a peut-être moyen de faire mieux. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Quentin Delval, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors je le disais, vous êtes philosophe, vous avez commencé à travailler sur l'égalité des chances il y a une dizaine d'années en Suisse. Vous avez ensuite déménagé à Copenhague où vous êtes devenu père au foyer. Alors je le précise parce que ça me semble un point important dans votre parcours. Et aujourd'hui, vous travaillez de nouveau en Suisse sur la question de l'égalité des chances à l'EPFL. Alors vous êtes passé par le Festival des Libertés il y a quelques jours, invité par nos collègues de Bruxelles Laïque à un débat intitulé « Les hommes, des féministes comme les autres ». Et on a profité de votre venue pour nous replonger dans votre livre. Il est sorti il y a déjà 2 ans, mais j'ai l'impression qu'il mériterait d'atterrir sur la table de chevet d'encore beaucoup d'hommes. Alors, Quentin Delval, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes dit « Je dois faire un travail sur moi-même pour devenir plus féministe, plus engagé dans l'égalité homme-femme ». En bref, quel a été le déclic qui vous a rendu moins con ? En tout cas, le déclic qui m'a donné l'envie ou qui m'a donné l'urgence de changer quelque chose, c'était la paternité. Je pense qu'il y a d'autres situations qui peuvent être ce que j'appelle un peu des situations limites dans la vie, où tout s'intensifie et où on est face à ces principes et on voit qu'on n'est pas en cohérence. Pour moi, l'arrivée d'un enfant, ça a été un moment où effectivement, tout ce que j'appelle mes esquives, c'est-à-dire mes façons de dire que je vais faire et de pas faire, de penser bien faire sans avoir vraiment écouté ce qu'il aurait vraiment fallu faire, d'être dans des comportements démonstratifs ou les plus valorisants pour moi, sans que ce soit vraiment ce qui apporte le plus de, je sais pas comment dire, de paix ou d'efficacité dans l'organisation familiale. Tout ça est ressorti très vite et très fort parce qu'un petit bébé, ça vous mobilise très intensément. Quand c'est le premier, en plus, il faut tout apprendre. Et donc, avec sa maman, j'ai été dans des confrontations assez rapidement où elle me disait « ça ne va pas ». Et puis, donc ça a pas, comment dire, j'ai pas tout de suite réagi. Je me suis beaucoup défendu, justifié. Et puis, cet enfant, il a commencé aussi à s'exprimer à un moment donné, même s'il parlait pas encore, sur le plan émotionnel. Et j'ai vraiment eu cette image mentale à un moment donné d'une bifurcation de 2 chemins où soit je continuais un peu dans la mauvaise foi, finalement, dans tous les petits comportements pour me convaincre moi que j'étais un mec bien, parce que je faisais de mal à personne, que je faisais entre guillemets de mon mieux. Soit j'allais dans l'autre sens et je me disais, mais quand je parle de mon mieux à moi, est-ce que c'est le mieux qui convient à tout le monde en fait ? Est-ce que c'est vraiment le mieux tout court ? Et donc, je ne sais pas si je peux dire que j'ai eu cette chance, mais en tout cas j'ai eu cette posture-là, la chance d'avoir cette posture-là, de me dire il y a quelque chose que j'entends pas, il y a quelque chose que je comprends pas et il y a une femme qui me le dit, mais peut-être que je l'entends pas parce que j'ai été aussi... on m'a appris à pas trop écouter les femmes. Mais cet enfant-là, il peut pas être en train de me manipuler ou de quoi que ce soit de ce genre. Il est juste complètement honnête. Et donc, si dans mon rapport avec lui, il y a quelque chose qui cloche, c'est plutôt à moi de me poser des questions. Donc moi, c'est ça qui m'a plongé dans un moment d'introspection d'un certain type qui était pourquoi je suis persuadé de bien faire et que pourtant, autour de moi, ça n'a pas l'air d'aller aussi bien que ce que ça devrait, ce que je suis persuadé que je suis en train de faire le mieux, et puis ça suit pas. Donc voilà, c'était ça ce moment-là, ouais. J'ai envie de revenir sur plusieurs choses, mais peut-être commençons par les enfants, parce que vous le dites, eux, ils disent la vérité, on peut pas contourner. Et c'est vrai que dans le livre, vous dites à un moment que votre fils de 5 ans à l'époque vous a balancé au petit déjeuner « Papa, j'aime pas quand tu fais semblant que tu vas bien, alors qu'en fait, tu vas pas bien. » Et donc ça montre, c'est une des choses que vous pointez dans le livre, c'est qu'à un moment, il faut arriver à apprendre à montrer ses émotions, à comprendre ses émotions en tout cas. Oui, ce moment-là, il y en a eu 2-3 comme ça. Il y en a eu un autre aussi où en fait on s'était un peu disputé lui et moi. Et avant d'avoir résolu la dispute,
je lui ai refait un bisou sur la joue en signe de paix, puis il m'a répondu un truc pareil du style j'aime pas quand tu fais semblant que ça va bien entre nous, alors qu'en fait on s'est pas réconciliés. Mais il était très jeune, et puis j'ai été vraiment fauché par cette remarque. Et oui, ça m'a montré que l'expression des émotions, c'était pas juste une forme de... C'était pas accessoire et c'était pas... comment dire, c'était pas anodin. Ça permettait de résoudre des choses. Pour moi, avant, à l'époque, je ne savais pas les nommer, je ne savais pas non plus comment... J'avais l'impression que c'était jamais le bon moment, que ça allait être un poids pour les autres et que c'était à moi de les digérer, principalement en attendant que le temps passe. Je n'avais pas l'idée qu'on pouvait les digérer autrement qu'en attendant. Mais en fait, je ne les digérais pas tant que ça, et du coup, ça a créé des situations un peu de tension larvée dans le système familial, où je ruminais intérieurement, et puis j'étais du coup moins présent dans les interactions, j'étais moins capable d'entendre ce qui se passait, j'étais plus impatient, j'étais plus irritable. Et puis ça peut paraître comme des petites choses anodines, mais avec des années d'accumulation moi j'appelle ça une espèce d'infirmité émotionnelle, je vais jusqu'à ce mot-là, c'était vraiment, pour moi c'était vraiment assez grave. Ça bloque les relations, et puis on s'enferme aussi dans des postures défensives. Moi je sais que j'avais peur de de plus savoir qui j'étais si j'ouvrais, si j'exprimais des émotions. C'est qui le moi dans une minute qui va tout d'un coup lâcher prise à ce niveau-là. Je l'avais jamais fait, donc j'avais peur de découvrir quelqu'un de ridicule, quelqu'un de vide, quelqu'un de... Voilà. J'avais peur que les autres se moquent de moi. Ouais. Parce que l'image aussi de l'homme, du père que vous aviez, et qui est peut-être, enfin pas peut-être, je pense qui est l'image qui circule le plus largement, c'est celle d'un père héroïque, stoïque, qui n'exprime rien. Oui, alors qui encaisse aussi. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement héroïque dans le sens où il est le vainqueur de toute situation. Il y a aussi des situations où il est affecté, mais ça ne ressort pas. Comment dire, c'est un corps et un esprit qui absorbe et qui encaisse et qui en fait, ne donne pas accès à... Moi, quand j'étais enfant, à lui, à ses enfants. C'est-à-dire que le fait de contenir ses émotions et de ne pas les exprimer d'aucune façon, c'est peut-être par croyance qu'on a besoin d'être héroïque et fiable, et que exprimer ses émotions, c'est une forme de vulnérabilité qui nous décrédibilise peut-être, parce qu'on a l'impression que les autres dépendent de nous, en particulier les enfants. Mais ça coupe l'accès, en fait. Moi, mon père, j'aurais voulu le soutenir aussi, mais j'ai pas pu, dans le sens où effectivement, il s'ouvrait pas. Et donc, mais c'était évident quand même qu'il était en souffrance. Donc, ouais, c'est ça, c'est des modèles aussi d'hommes qui n'osent pas demander de l'aide. Même si c'est pas pour exprimer les émotions directement avec son entourage, une autre façon de faire, c'est de le faire avec d'autres personnes, en thérapie par exemple, ou avec des amis, ou avec peu importe. Mais il y a aussi cette double posture de encaisser et ne pas demander de l'aide. Alors aujourd'hui, on lit quand même beaucoup de livres sur les émotions aux enfants, très jeunes. À l'école, ils ont des discussions aussi sur l'apprentissage des émotions, sur les conflits. Alors je prends un cas personnel, mais par exemple mon fils, il est à l'école primaire, je pense qu'il s'est cité bien plus que 3-4 émotions. Ouais. Et donc on a l'impression qu'il y a une évolution. Et en même temps, est-ce qu'en grandissant, vous avez l'impression que cette évolution, elle va se maintenir, selon vous? Ou est-ce qu'ils vont retomber, et risquent de retomber dans le système patriarcal qui reproduit des stéréotypes? On sait aussi que les garçons, à l'adolescence, sont touchés par des contenus sur les réseaux sociaux masculinistes. Dès qu'ils font quelques recherches, après 2-3 minutes, ils sont déjà sur des contenus masculinistes. Et donc, est-ce que finalement, ce qui est en train d'être entrepris aujourd'hui en termes d'éducation, pour vous, est suffisant ou pas? Nécessaire mais pas suffisant, dans le sens c'est pas parce que c'est pas suffisant qu'il faut pas le faire. Je pense que c'est vraiment nécessaire, et que sans ça on peut pas espérer une meilleure suite. Il y a des études qui montrent que effectivement ces différences de comportement ou de normes qui touchent les enfants apparaissent très jeunes, donc ça me paraît vraiment essentiel d'avoir effectivement je ne vais pas dire des cours, mais en tout cas des actions autour des émotions, autour de l'éducation affective et aussi sexuelle, même d'un jeune âge, parce qu'on sait que ça les protège aussi de certains abus, parce qu'ils arrivent à s'exprimer justement par rapport à ça. Après, moi je vois, donc j'ai un fils de 9 ans, et je vois que déjà à son âge, 9-10 ans, dans ce qu'il rapporte de ses rapports avec ses copains, il y a déjà beaucoup de violence physique, il y a déjà beaucoup d'homophobie. Pas envers des enfants qui sont suspectés d'être homosexuels, mais des mots comme tapette, comme t'es pas un vrai mec, comme tes cheveux sont trop longs, comme tu tapes pas assez fort dans le ballon, tout ça arrive déjà.
Donc je pense que la pression reste très intense sur les enfants pour se conformer en fait à cette idée que les garçons n'expriment pas d'émotions. J'ai aussi eu des petits moments où en fait quand je les amène à l'école, avant de les laisser, on se fait un bisou, on se fait un câlin et puis je vais au boulot et puis ils vont en rang quoi. Et puis il y a déjà eu des moments où il y en a un qui n'a pas voulu parce que on s'était moqué de lui après de l'avoir vu être affectueux avec son parent. Donc la démonstration d'amour, elle est sanctionnée négativement après au sein de la cour de récréation. Donc les contextes sont compliqués, mais je pense aussi que les enfants qui font un peu la police sans vraiment le vouloir de ces normes-là, eux-mêmes sont en demande de connexion, eux-mêmes sont en demande d'être écoutés, eux-mêmes sont en demande d'être dans une connexion émotionnelle. Et donc ils n'expriment pas une méchanceté, je pense qu'ils expriment un besoin qui n'est pas nourri par ailleurs, et que donc être un modèle à ce niveau-là, parental, d'ouverture des émotions, ça peut aussi les aider eux, ça peut aussi faire tache d'huile, on verra comment ça se passe. Par contre, moi c'est vrai que, enfin pas par contre, en outre, le personnel éducatif de l'école de mes enfants, à la fois à la garderie et les professeurs, les maîtres et les maîtresses, nous disent, vos enfants ont un truc un peu spécial, c'est qu'ils sont très 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 clairs sur leurs besoins, et ils les expriment très facilement, et on voit vraiment mieux que la plupart des autres enfants. Donc on a aussi un retour des adultes qui disent, c'est vraiment agréable parce que quand ils veulent pas, ils le disent et ils peuvent dire pourquoi, ils disent ça me fait me sentir comme ci, ça me fait sentir comme ça, on arrive à dialoguer, et donc on sent qu'ils sont bien. Et donc moi je suis assez content, malgré les difficultés qu'ils pourraient avoir en cours de récréation, de savoir que quand ils sont dans un environnement social, ils arrivent à se positionner et à dire comment ils se sentent, et donc à augmenter les chances qu'ils soient respectés. Alors, on a beaucoup parlé des émotions, et c'est vrai que c'est une des choses que vous abordez dans votre livre, Quentin Delval, donc comment devenir moins con en 10 étapes. Une des étapes, c'est notamment ce travail des émotions et reconnaître ses émotions. Je voudrais revenir sur un autre point que vous avez déjà pointé et qui explique peut-être que cette société, elle n'est pas encore si égalitaire que ça entre les hommes et les femmes. C'est que vous parlez de l'esquive. Oui. L'esquive, j'ai l'impression, dans votre livre, c'est un peu une des bottes secrètes des hommes. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ouais, dans le livre, j'ai fait un petit chapitre qui s'appelle « Le cabinet de curiosité de l'esquive masculine ». Donc moi, je me suis rendu compte à un moment donné que pour être un mec bien, tout ce que je devais faire, c'était rien. C'est-à-dire que je devais agresser personne, bien sûr, mais je ne devais pas non plus faire activement des choses positives. Tant que j'étais un peu invisible et que je m'engageais dans rien, personne ne venait me critiquer, en fait, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même fou, parce que ne rien faire, c'est pas non plus un exemple de positivité, enfin bref. Et donc l'esquive, je me questionnais en fait sur qu'est-ce qui me différencie d'une personne, enfin en particulier des femmes, qui ont cette charge mentale dont on parle beaucoup, qui ont cette charge émotionnelle, qui sont en burn-out parental, etc. Je me suis dit, mais en fait, elles sont embourbées, elles peuvent pas échapper, elles peuvent pas dire non, elles peuvent pas s'esquiver de ce qui leur tombe dessus. Quand on devient mère, on a plein de normes d'être la bonne mère qui nous pèsent dessus, et on ne peut pas se permettre de faire comme les pères ont le droit de faire. Il y a Titu Lecoq qui a fait un livre qui s'appelle « Libéré » là-dessus, où elle explique très très bien ça. C'est aussi des petits exemples de l'école qui appelle toujours la mère s'il y a la fièvre, par exemple. Donc ces situations-là, elles sont embourbées dedans, et ce qui me différenciait, c'est que moi non, moi je peux dire tout seul dans mon coin, non, ça m'intéresse pas, ça je vais pas le faire, et je sais que ça va retomber sur quelqu'un d'autre, en particulier les femmes, qui vont le faire à ma place. Et donc l'esquive, c'est vraiment la condition masculine qui m'est apparue, à partir de mon cas, mais depuis apparemment de presque tout le monde, enfin de tous les hommes, parce qu'elle est autorisée socialement, parce qu'on est éduqué comme ça. Et je la définis comme cette capacité, de façon très unilatérale, de décider là où je vais mettre mon attention et où mon énergie, et ma capacité, si tout d'un coup je décide de faire machine arrière, à faire machine arrière. C'est-à-dire, oui, je vais m'occuper des enfants, mais si un jour tout d'un coup j'en ai marre, et que je m'arrête, il ne va pas m'arriver grand-chose en fait. Et donc je peux tout le temps esquiver. Et l'esquive, c'est des petits exemples, c'est oui, j'allais le faire, oh, t'énerve pas, c'est je le ferai plus tard, c'est des trucs plus vicieux aussi, par exemple... remercier, par exemple je pars faire mon sport sans rien demander à personne, et puis quand je rentre il y a de la tension chez ma compagne, et puis avant que quelque chose sorte, je dis mais merci beaucoup de m'avoir permis de faire du sport, c'est génial que tu me soutiennes comme ça. Puis du coup elle se prend un truc, un peu une gratitude, et elle ose plus passer pour la chieuse qui va m'engueuler quoi. Donc l'esquive, elle prend plein de formes. Ça peut aussi être, même quand on est malade en fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi. Mes congénères et moi, dès qu'on a un petit rhume, on est en boule sur le canapé et on ne fait plus rien en fait. Non, j'ai mal à la gorge, je ne suis plus là. Je ne suis plus disponible du tout.
alors que les femmes, elles font tout en ayant de la fièvre, elles prennent un afalgan, elles y vont, et puis on les voit conduire les enfants à l'école, faire à manger, faire le ménage. Il y a même des études qui ont montré, je pense que c'est une étude suédoise, qu'en fait, elles payent ça de leur santé à long terme, c'est-à-dire qu'arrivées à la retraite, elles ont plus de dégâts au niveau musculaire et squelettique que les hommes, parce qu'en fait, elles ont continué à être actives en étant malades, et donc elles n'ont pas récupéré. Et donc ça crée des choses mesurables à long terme en termes de santé. Donc c'est vraiment pas anodin, quoi. Donc l'esquive, c'est ça. Il y a un mot qu'on n'aime pas entendre en tant qu'homme, parce qu'il vient aussi des États-Unis, je pense, c'est le mot de privilège. Et je pense que le privilège qu'on a, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir esquiver autant qu'on veut, ou presque. Et que les autres n'ont pas, en fait, les femmes, les personnes racisées, les personnes qui sont LGBT, voilà, elles ne peuvent pas éviter ces situations de domination, finalement. Vous parlez de privilèges, de domination. Du coup, j'ai envie de revenir sur la démarche peut-être du livre. C'est que, effectivement, comment se situe quand on est un homme et qu'on se dit qu'on veut travailler sur cette question de l'égalité, du féminisme, comment on est vu justement par les femmes, par les féministes qui, elles, sont actives depuis longtemps sur ces combats-là. Et c'est vrai qu'il y a une question il y a un risque d'appropriation parfois qui peut se poser. Du coup, comment vous positionnez par rapport à ça? Alors je pense qu'on est dangereusement vite bien vu. Parce qu'il y a une attente en fait de la part de certaines féministes que les hommes prennent leur part du travail, ce qui est tout à fait légitime. La grosse inconnue, c'est comment on fait ça sans prendre toute la place. Et c'est vrai que par exemple, il y a une contradiction à ce que je sois là aujourd'hui à parler à un micro, alors que les femmes, moi je dis entre guillemets rien de nouveau, je le dis différemment et je le dis depuis une voix masculine qui parle aux hommes. Mais vous dites en tant qu'homme, et du coup vous êtes certainement plus facilement audible par les hommes. Oui, et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de femmes qui disent « Ah, en fait je comprends maintenant comment ça marche dans leur tête en parlant des hommes ». Et donc on sent qu'effectivement il y a une plus-value du fait que en tant qu'homme j'ai pu écrire ça. Néanmoins, c'est vrai que le danger, c'est de retomber dans cette croyance immédiate que du coup, je suis un gars bien qui n'a plus à se poser de questions, ni à écouter ce qu'on lui dit et qui a tout résolu. Donc je pense que le danger, il est vraiment dans cette question on fonctionne beaucoup au statut, hein, on a beaucoup été conditionnés à chercher les statuts de féministes, d'alliés, de déconstruits, de tout ce qu'on veut. C'est rassurant d'avoir cette étiquette, de se la donner soi-même ou même qu'on nous la donne, parce que moi on me l'a donné aussi. Il y a vraiment des femmes qui m'ont dit « mais toi t'es un super allié ou t'es un super féministe ». Puis ça fait toujours plaisir évidemment, mais qu'est-ce que ça... C'est valorisant, mais du coup il ne faut pas que ça vous ramène dans votre travers, entre guillemets. C'est-à-dire que ce que ça crée psychologiquement, c'est la certitude d'en avoir fait assez et de faire bien. Alors que en fait, tout le monde continue à évoluer. La vie continue à bouger, la société continue à bouger, et donc on doit toujours accepter que finalement on n'a peut-être pas si bien compris que ça, ou qu'on a fait bien à un certain moment, et puis que si on oublie de revisiter les certitudes qu'on a, on risque de plus faire si bien que ça un peu après. Donc c'est pour ça que le livre a un titre qui est devenir moins quelque chose de négatif, dans le sens où ce travail n'est jamais vraiment fini. Même si moi je pouvais me considérer comme 99% l'homme égalitaire, il y a toujours un petit pourcent, alors c'est pas le cas, hein, mais il y a toujours un petit pourcent d'amélioration, et en fait il peut être très important, il peut avoir des conséquences importantes. Et donc la place des hommes aujourd'hui, je pense qu'elle est toujours en train d'être pensée. On n'a pas la réponse à cette question. Pour moi, elle doit être du côté de ce que j'appelle l'accountability, c'est-à-dire, c'est un mot anglais qui est dur à traduire, mais qui est pour moi une forme de responsabilité proactive qui envoie le message de je fais de mon mieux, mais je sais que je ne vais pas toujours bien faire, et vous pouvez venir me le dire, me le montrer, même si j'essaye de ne pas vous faire ce travail, mais je vais bien vous recevoir et je ne vais pas être en mode défensif, et je promets que je vais faire quelque chose par rapport à ce que vous venez me dire comme critique. Parce que les critiques qu'on nous adresse, en fait, moi, c'est aussi un truc que j'ai découvert en changeant un peu de posture, c'est que c'est souvent très généreux. En fait, des femmes ou d'autres personnes qui viennent vous dire tout ce qui ne va pas, elles font un travail incroyable parce qu'elles font un diagnostic pour vous. Et puis, quelque part, si vous êtes un peu d'accord avec dans vos valeurs avec ça, elles vous ont dit quoi faire. Et puis, il faut trouver le moyen de le faire. Donc, c'est aussi un changement de perspective qui aide à entendre ce qu'on nous dit. Finalement, c'est du soin. Tout ce travail que font les féministes de mettre ces critiques noir sur blanc, quoi. Quand vous étiez à Copenhague, vous faisiez partie d'un groupe, vous faites peut-être toujours partie de ce groupe d'hommes qui se réunissaient pour discuter une série de problématiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionnait et pourquoi ce type de démarche est utile selon vous? Oui, donc j'en fais toujours partie, mais je ne vais plus aux sessions parce que je suis à distance maintenant. Donc c'est un groupe qui se dit antipatriarcal, donc pas féministe ou déconstruit. Donc il a plus choisi le mot antipatriarcal avec une définition du patriarcat qui est
Pour faire très bref, la croyance que le masculin a plus de valeur que le féminin et que certaines masculinités ont plus de valeur que d'autres masculinités. Typiquement, la masculinité hétérosexuelle a plus de valeur que la masculinité homosexuelle. Voilà. Patriarcat, ça veut dire ça globalement. Et donc, dans ce groupe, c'est un groupe qui se concentre sur l'action et pas sur la discussion. Donc, c'est pas un groupe de parole ou d'écoute où on se tape dans le dos, où on partage des choses personnelles juste pour parler, où on parle des livres qu'on a lus. C'est un groupe où on exige d'avoir identifié un comportement. Alors le groupe peut aider à le faire, mais on identifie un comportement qu'on considère comme patriarcal ou problématique. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un truc... je donne souvent cet exemple. Ça peut être ma compagne me dit que je fais pas assez la vaisselle, ou ça peut être en fait je ne relationne qu'avec des femmes que je trouve séduisantes et puis les autres je les écoute même pas. Ça peut aller dans où j'ai causé des violences. Enfin voilà. Et puis toutes les semaines 2 heures, le groupe se réunit et quelqu'un partage ce qu'il essaye de faire pour changer son comportement, c'est ça l'objectif, et les autres doivent le critiquer sur ses tentatives, de façon bienveillante, mais lui dire, par exemple, tu penses trop vite que là tu vas être le sauveur, tu penses trop vite que tu as trouvé une solution alors qu'en fait, et on ne peut pas répondre. Donc la personne qui se fait critiquer, elle encaisse, pas au sens d'une souffrance, mais pour éviter ce sentiment ou cette posture réactive ou défensive qui essaie de maintenir le fait qu'on est un mec bien, elle se tait, elle réfléchit et elle revient 2 semaines après pour dire ce qu'il en est. Et c'est pas interdit de la féliciter pour ce qu'elle fait, bien sûr, mais ça peut pas être trop confortable. Il faut qu'il y ait un sentiment, il faut qu'il y ait une tension, parce que c'est là qu'on est dans l'apprentissage. Si tout va bien, c'est typiquement des sessions où si tout va bien, on se regarde en mode là on est un peu en train de s'enfoncer dans notre posture caresser de mec un sens bien, du quoi. poil et tout ça, ça va pas, il faut qu'on réfléchisse à notre méthode. Donc tout est noté aussi, ce qui fait qu'on peut remonter le fil des progrès des personnes. Ou s'il y a une stagnation, il faut changer quelque chose, parce que le but c'est de changer les comportements vraiment. Et donc on fait aussi ils font aussi des sessions de travail émotionnel où en fait on doit partager ce qu'on a vécu émotionnellement et on doit demander au groupe un acte d'écoute, parce qu'il faut s'entraîner aux deux. Et ça donne des situations assez parfois assez étranges où en fait on se rend compte qu'on ne sait pas quoi demander aux autres, donc on ne sait pas demander de l'aide. Par exemple, écoutez-moi ou aidez-moi à comprendre ce que je vis. C'est pas quelque chose qui a été inculqué, non, vous a été inculqué. Ça prend des semaines et des semaines d'en fait comprendre ce que ça veut dire, demander de l'aide à quelqu'un ou demander de l'écoute à quelqu'un, et écouter aussi. Comment est-ce qu'on écoute ? C'est pas si simple que ça quand on l'a jamais vraiment fait. De pas toujours tomber dans chercher la solution immédiatement. Et alors, mais du coup, je trouve ça intéressant au niveau de la démarche, mais c'est vrai que Francis Dupuy-Derry, qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal et auteur de Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés, vous le citez d'ailleurs dans le livre, il évoque des groupes de discussion d'hommes qui deviennent souvent des lieux de plainte contre les femmes, du coup parfois des créations de masculinisme. Donc j'imagine que ça, effectivement, c'est le risque éventuellement avec ce type de groupe de parole. Oui, alors c'est vraiment un débat très intéressant. Moi, quand je l'ai rejoint, je ne savais pas que c'était un groupe non mixte, parce qu'effectivement, il n'y a que des hommes, et je ne le cherchais pas pour ça. Et il y a aussi Noëlla Buni-Dubois, qui était au Festival des Libertés aussi, qui, elle, a une association qui fait des groupes d'écoute qui sont mixtes, parce que justement, le but, c'est d'éviter l'entre-soi masculin qui dégénère. Et donc, je vais juste d'ailleurs citer son compte Instagram, c'est Nos Alliés les Hommes, et son collectif, c'est Nous Sommes. Nous Sommes, ouais. Et c'est plein de ressources, ce compte Instagram. Et donc effectivement, Francis Dupuy-Derry, il a fait un travail d'analyse historique très intéressant qui montre que en fait, quasiment 100% des groupes non mixtes, masculins, finissent par être des groupes de défense des droits des pères un peu masculinistes ou des choses comme ça. Et donc il y a un risque réel. Et là où moi j'ai été rassuré par ce groupe de Copenhague, c'est que dans la méthodologie même de fonctionnement, ils sont très conscients de ça. Parce que je viens de le dire, par exemple, quand ça devient trop confortable, tout de suite, il y a une vigilance. Que tout est noté aussi, ce qui permet aussi, en fait, s'il y a des doutes, de s'ouvrir à d'autres groupes féministes et de dire voilà comment on fonctionne, voilà notre méthodologie, est-ce qu'on est dans le faux, Et ils disent eux-mêmes on ne sait pas très bien si on a la bonne recette. Donc ils ne sont pas en train de se gargariser d'avoir trouvé la bonne solution pour progresser, en tout cas pour éviter les risques. En même temps, il y a, je pense, comment on appelle ça ? Une plus-value, ou en tout cas un lieu pour ce genre de travail-là, de groupe non mixte, qui est que j'ai vécu certaines sessions où la façon de traiter des thématiques ou les choses qu'on arrivait à dire, je pense qu'elles n'auraient pas été faciles à dire en présence de femmes qui auraient pu subir des violences. Parce que
même dire, je me demande si j'ai pas été violent à ce moment-là. Quand on est entre hommes, on peut peut-être sentir que ça va être moins blessant pour les personnes qui l'écoutent et on va peut-être se censurer de le dire s'il y a une femme dans la pièce. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et aussi, il y a la croyance que même si historiquement, il y a eu beaucoup d'échecs de la part de ces groupes non mixtes, c'est pas une raison suffisante pour complètement baisser les bras, parce que quelque part, il y a ce serait un peu un aveu d'échec perpétuel sur le fait que les hommes, en vertu de leur genre, soient incapables d'être vraiment égalitaires. Alors moi, c'est vrai que j'ai une posture en me disant, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit un échec. C'est une condamnation à l'éternité, cet échec du passé de ces groupes-là. On a des nouvelles méthodologies, on a aussi une société qui évolue avec une place de la parole des mouvements féministes qui est contestée, mais qui est de plus en plus visible quand même. Il y a eu MeToo, donc j'ai l'impression aussi que ce groupe-là, il agit moins, même s'il est non mixte, il n'est pas dans l'ombre, il n'est pas caché. Et ça se verrait assez vite si tout d'un coup il tourne mal. Mais alors, ce qui est pointé aussi dans votre livre, Quentin Delval, c'est que y a des solutions comme c'est des hommes qui s'investissent comme vous dans des groupes, mais en fait, vous donnez aussi une série de pistes très concrètes qui sont facilement faisables au quotidien, sans nécessairement changer tout du jour au lendemain. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que les hommes qui sont peut-être les principaux concernés, qui sont les plus machistes, les plus virils, masculinistes, je ne sais pas très bien, masculinistes peut-être pas, parce que je pense qu'on est dans un autre niveau, mais on va dire que est-ce qu'on vous arrivez à toucher finalement les hommes qui devraient le plus lire votre livre et qui devraient utiliser ces petits outils que vous donnez dans le livre? Je pense qu'en fait, comme pour moi, c'est illusoire de penser que une action va changer quelqu'un, ou une lecture va changer quelqu'un. Moi, il m'a fallu... Je lisais effectivement des livres écrits par des féministes depuis des années mais j'ai dû devenir père et être à un moment critique et tout ça, donc c'est dur de savoir ce qui fait bouger les gens. Par rapport à ces personnes-là, c'est vrai que mon lecteur abstrait, quand j'écrivais, c'était plus quelqu'un qui est déjà en accord avec ses discours, ses valeurs, et qui cherche juste à comprendre pourquoi, comme c'était le cas pour moi, même avec la bonne volonté, j'arrivais pas en fait à mettre des situations égalitaires en place. Néanmoins, ce que je pense vraiment, et que j'ai vu aussi chez mon père par exemple, c'est que il y a toujours des moments dans la vie qui sont des moments existentiellement rudes, des crises familiales, des crises de santé, et qui font sortir du rôle qu'on joue au quotidien les personnes, y compris les hommes. Et donc mon père, il a montré des émotions dans des moments, dans le divorce avec ma mère, dans la mort de son père à lui, ou quand il a vu que moi je pouvais aller mal aussi, il m'a un moment dit mais je suis fier de toi, et puis il n'avait jamais dit un truc comme ça, et il le disait en pleurant. Donc je pense qu'il y a moyen d'espérer quand même que, effectivement, si on est déjà masculiniste et que c'est un fonds de commerce, il n'y a pas beaucoup d'espoir, je pense, mais que si on est dans le fait d'encaisser, dans le fait de refuser tout ce qui est l'émotion, en fait, on en souffre parce qu'on ne demande pas d'aide, parce qu'on pense qu'on va être invulnérable, et puis à un moment donné, ça peut craquer, quoi. Et dans la santé mentale ne va pas suivre, la santé physique ne va pas suivre, les amitiés vont peut-être pas suivre non plus après un certain moment. Et donc ces moments, ces situations limites je pense, arrivent et sont des occasions. Alors, savoir ce qui fait qu'un homme va les saisir ou pas, ça je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des occasions dans toutes les trajectoires. Ouais. Et est-ce que, parce que c'est vrai que ce sont des conseils plutôt individuels, vous encouragez les hommes à changer leurs pratiques au niveau individuel, mais est-ce que du coup, ces pratiques individuelles vont permettre de changer la société collectivement ? Est-ce que finalement, est-ce que c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose en matière d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, mais est-ce que chaque action individuelle est suffisante, ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus structurel au niveau de la société, quoi ? Alors, c'est aussi très masculin, je pense, comme question. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est qu'on est à une époque qui est quand même assez anxiogène, avec beaucoup de risques qui touchent tout le monde de façon un peu indifférenciée.
comme en écologie, comme vous le disiez. Et donc, on cherche les solutions suffisantes. On cherche le truc qui arrive et qui, en fait, règle le problème de façon un peu uniforme. Je pense que ça n'existe nulle part. Donc, je reviens avec mon nécessaire, mais pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, mais je pense que c'est nécessaire. Et pour reprendre, d'ailleurs... je ne sais plus qui c'est qui disait, c'était Claire Nouvian ou quelqu'un d'autre sur la lutte climatique, il y a quand même toujours quelque chose à sauver. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on va tout perdre. et on peut refleurir à partir de quelques graines qui ont été sauvées à un moment donné. Donc, quelle que soit l'incertitude qu'on a et l'horizon incertain qu'on a, ça me semble être l'action au niveau individuel me semble être complètement nécessaire. Et en tant qu'individu, on est aussi à différents endroits de la société avec différents niveaux de pouvoir. Donc individuel, ça ne veut pas seulement dire dans son couple ou dans son milieu familial ou amical. Ça peut aussi vouloir dire, si moi je suis responsable RH d'une entreprise, avoir une approche égalitaire, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes qui elles-mêmes vont ensuite avoir plus de pouvoir d'action envers d'autres personnes. Mais comme je le disais d'ailleurs au Festival de Liberté, c'est vrai que quand moi j'ai eu mon premier enfant en Suisse, la loi fédérale sur le congé paternité était de 1 jour. Donc si on veut s'impliquer en tant que père, soit on est fortuné, on prend du congé sans solde et on s'implique, soit on l'est pas et on peut pas. Ou pas comme on souhaiterait. Oui, c'est voilà. ça. En tout cas, la société aujourd'hui et les politiques aujourd'hui ne nous permettent pas nécessairement de s'impliquer comme on le voudrait dans certains cas. Et en fait, c'est vrai que c'est assez frustrant pour moi parce que j'ai été dans un pays, comme vous le disiez, au Danemark, où les politiques familiales, aussi pour les pères, sont complètement différentes. J'ai aussi vu ce qui se passe en Suède et j'ai vu que c'était bien. En fait, les gens sont bien, les familles sont bien. C'était un choc. J'ai été à la bibliothèque pour les enfants avec mes enfants. Puis il y avait des pères et des mères, et puis ils avaient l'air bien, ils avaient l'air reposés. Alors que quand j'étais à Lausanne, ils avaient des cernes, ils étaient vraiment épuisés, c'était la galère et tout. Et ce changement d'ambiance, il était palpable dans l'air, quoi. Là-bas, les jeunes familles, ça va, les conditions sont bonnes, quoi. Et la société a pas l'air de s'être écroulée sous les dettes du coût du congé paternité, du tout. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment des décisions politiques qui limitent les individus et qui ont des impacts sur aussi après comment les enfants vont être, l'attachement qu'ils ont, c'est toute une chaîne, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, il y a un impact à long terme, on l'a déjà dit. Ouais, et puis je mentionne souvent, et je trouve que c'est vraiment important, j'ai rencontré des pères d'1 an là-bas qui, en fait, les enfants entrent en garderie quand ils ont 1 an, puisqu'ils ont 1 an de congé parental à se partager, donc il n'y a pas d'enfants en dessous d'1 an dans les garderies. Et je racontais justement à un père danois à une plaine de jeu les conditions en Suisse, et son visage s'est vraiment effondré, il m'a dit, mais vous n'aimez pas vos enfants en Suisse? Pour lui, la structure du congé maternité et paternité, ça se traduisait comme « mais vous n'aimez pas les enfants ». C'était ça, sa lecture des choses. Pourquoi vous faites ça? C'est votre choix, c'est votre société. Aimez vos enfants. Nous, on aime nos enfants. Ils n'ont pas demandé. Ils disaient aussi, et tout le monde disait au Danemark, les enfants n'ont pas demandé à être là, c'est notre responsabilité qu'ils soient dans des bonnes conditions. Et donc, moi j'ai mis encore un petit détail qui montre la philosophie. On met notre plus jeune à la garderie là-bas, et j'y vais la première semaine à 5h30 comme je faisais en Suisse, 17h30, parce que ça fermait sur le papier à 18h. J'arrive, c'est le dernier, et toutes les éducatrices tirent la gueule, genre « mais vous étiez où ?» Je dis « je viens de chercher, 17h30. » Non, c'est pas comme ça ici. Ils partent à 15h30, 16h maximum. Donc là, nous, on attend pour rentrer à la maison. Vous êtes un peu... Et en fait, tout le monde part du travail à 15h30 pour aller chercher son enfant. C'est accepté. Même les patrons et les patronnes font ça. Et 18h, c'est pour les cas d'urgence, il faut prévenir, et c'est pas la norme, quoi. Oui, c'est ça. Donc on passe beaucoup plus de temps avec ces enfants aussi, parce qu'on les amène à 9h, 9h30, et on va les chercher à 15h30. Donc la relation est différente. Complètement différente. Ouais. Complètement différente. Et l'emploi, c'est bien, mais voilà, quoi. Faut pas non plus... C'est pas ça la priorité. C'est pas ça la vie. Et en fait, on travaille quand même tout aussi bien. On travaille un petit peu moins quelques années. Les choses sont quand même faites et ça roule. C'est vraiment le discours qu'ils ont qui a rien à voir avec ce qu'on a ici, quoi. Merci en tout cas Quentin Delval, il y a encore moyen de dire plein de choses, mais du coup on va encourager nos auditeurs, auditrices aussi à se plonger dans votre livre, donc Comment devenir moins con en 10 étapes, publié aux éditions Hors d'atteinte. C'est vraiment un livre qui est agréable à lire, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes, de conseils pratiques, il n'est pas moralisateur aussi, je trouve que c'est important de le préciser. Donc on vous le conseille. Merci beaucoup Quentin Delval et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à tous. Merci beaucoup, au revoir.